Chaque printemps, les jardiniers modernes dépensent des sommes considérables en graines, plants et accessoires pour créer un jardin qui pour la plupart meurt à l'automne pour tout recommencer l'année suivante. Mais que se passerait-il si les agriculteurs médiévaux cultivaient des légumes qui survivaient plus longtemps que leurs petits-enfants, des plantes poussant plus haut que les pommiers et produisant des récoltes pendant 20 ans sans être transplantées? Pendant plus de 1000 ans, des jardins monastiques de Suisse aux parcelles paysannes d'Angleterre, ces géantes vivaces ont nourri des familles. Pendant des générations, ce n'étaient pas des plantes annuelles, mais des investissements vivants qui rapportaient des bénéfices pendant des décennies. Puis l'industrie des semences est née et presque du jour au lendemain, nous avons oublié leur existence. Aujourd'hui, ces légumes ne se trouvent pas dans une jardinerie typique. Quelles étaient ces 10 plantes vivaces médiévales qui ont nourri l'Europe pendant des siècles et pourquoi les avons-nous abandonnées au profit de plantes qui meurent chaque hiver ? En l'an 800, Charlemagne a émis le capitular de Villines, ordonnant à chaque monastère et propriété royale de cultiver certains légumes. Ce qui est rarement mentionné dans les cours d'histoire, c'est que certains de ces légumes n'étaient pas plantés en rangée, mais comme des vergers, car ils poussaient comme des arbres. Les moines bénédictins, qui ont reçu ces ordres, les ont pris au pied de la lettre. Dans les jardins monastiques de Saint-Gall, en Suisse, à Canterbury, en Angleterre, ils ont planté des légumes qui leur ont survécu. Ces plantes développaient des tiges ligneuses de 2, 3, voire 6 mètres de hauteur. Au XIIIe siècle, ces géantes vivaces se sont répandues au-delà des murs des monastères, dans les jardins des cours et finalement dans les parcelles des paysans ambitieux. La connaissance de ces plantes a été documentée, illustrée dans des manuscrits et testée au fil des siècles. Puis, vers 1900, les catalogues de semences sont apparus et nous avons oublié que les légumes pouvaient être des arbres. La première était le chou à fourrager, également connu sous le nom de chou de Jersey. Imaginons un plant de chou qui atteint 2 mètres de haut la première année, 2,5 mètres la deuxième. À la troisième année, il est plus grand qu'un homme, avec un tronc ligneux de l'épaisseur d'un poignet et des feuilles poussant au sommet comme des feuilles de palmier. Les feuilles étaient récoltées pendant 3 ans et lorsque la plante finissait par mourir, le tronc était coupé, séché, verni et utilisé comme canne pendant encore 20 ans. Les documents historiques montrent que 5 de ces plantes pouvaient en nourrir 100 moutons ou 10 vaches. Les feuilles nourrissaient les animaux en hiver, le tronc servait à fabriquer des outils, rien n'était gaspillé. Dans des conditions idéales, la plante pouvait atteindre 5 à 6 mètres de hauteur. Nous avons remplacé cette plante triennale multifonctionnelle par un chou annuel qui meurt après 6 mois. Un autre exemple était le chou frisé vivace ou perpétuel, une variété cultivée pour ne jamais fleurir car après la floraison, la plante meurt. Un chou frisé qui ne fleurit pas ne meurt jamais. Des documents provenant de jardins monastiques allemands décrivent des plants de choux frisés d'Elbenton atteignant 2 à 3 mètres de haut et produisant des feuilles pendant 5 à 8 ans sans interruption. Nous avons remplacé ce producteur perpétuel par le chou frisé annuel des sachets de graines. L'artichaut, que nous considérons aujourd'hui comme une plante spécialisée, était considéré comme un arbre vivace dans l'Europe médiévale. Il était cultivé dans le bassin méditerranéen dès le Xe siècle. Un seul plant pousse jusqu'à 1 à 2 mètres de hauteur, étendant ses feuilles gris argentées sur une largeur pouvant atteindre 2 mètres et produit des boutons floraux, les artichauts comestibles, pendant 5 à 10 ans, parfois plus. Des documents médiévaux d'Andalousie décrivent des vergers d'artichauts où les plantes étaient disposées comme des arbres fruitiers et récoltées annuellement pendant des décennies. Ils étaient si précieux que le vol d'artichauts au XVe siècle en Italie était puni de la même manière que le vol de bétail. Si les artichauts étaient précieux, le cardon, artichaut espagnol, était essentiel. C'était l'ancêtre sauvage de l'artichaut et il poussait encore plus grand. Le cardon était un aliment de base en Europe médiévale, atteignant 1,5 à 2 mètres de hauteur avec des feuilles massives bleu argentées et des fleurs de chardon violette. Chaque partie était utilisée. Les tiges étaient consommées comme le céleri, les boutons floraux comme de petits artichauts, et les fleurs fournissaient des enzymes pour la fabrication du fromage. Les plantes poussaient pendant 10 à 15 ans au même endroit, nécessitant un entretien minimal. Les fleurs de cardon étaient si précieuses qu'elles étaient commercialisées entre les régions. Aujourd'hui, il est presque entièrement oublié.
Le secret médiéval, avant l'apparition des bouillons cubes, était la livèche. C'est une plante potagère vivace qui pousse jusqu'à 2 mètres de hauteur, possède des feuilles semblables à celles du céleri et un goût intense est épicé. Une seule plante fournissait suffisamment de feuilles pour assaisonner les soupes et les ragoûts de toute une famille. Chaque partie est comestible, les feuilles comme le céleri, les tiges comme les asperges, les graines comme le fenouil, les racines comme légumes ou médicaments. Elle repousse chaque printemps pendant 10 à 20 ans sans être transplantée. Les jardins monastiques considéraient la livèche comme essentielle et Charlemagne a ordonné sa culture dans chaque propriété royale. Nous avons remplacé cette plante vivace, source de saveur pendant des décennies, par des herbes annuelles. L'angélique, selon la légende, fleurissait le jour de la Saint-Michel et protégeait de la peste. En réalité, elle poussait jusqu'à 2,5 mètres et nourrissait les familles pendant des années. Elle a été cultivée dans chaque jardin monastique. Les tiges creuses étaient confites comme des friandises. Les feuilles assaisonnées à la bière avant que le houblon ne devienne la norme et les racines servaient de médicaments. Bien qu'étant une vivace de courte durée, 2 à 3 ans, l'angélique se ressemait si fidèlement que les jardiniers médiévaux la considéraient comme une plante permanente. Aujourd'hui, dans les jardins d'herbes modernes, l'angélique est absente. Elle est trop grande, trop inhabituelle, trop médiévale. Les asperges, c'est le plus ancien légume vivace encore couramment cultivé. Les asperges ont été cultivées pendant plus de 2000 ans. Elles étaient cultivées par les Romains, les moines médiévaux, et une fois plantées, elles produisent des turions chaque printemps pendant 20 à 30 ans, parfois plus. Les documents médiévaux décrivent des parterres d'asperges transmis de génération en génération, mais les mêmes parterres, plantés par le grand-père, récoltés par ses petits-enfants. Ces plantes atteignaient 1 à 1,5 mètres de hauteur. Et leur système racinaire s'enfonçait jusqu'à 3 mètres de profondeur, puisant des nutriments dans des profondeurs inaccessibles aux légumes annuels. Il est intéressant de noter que les asperges sauvages en Europe peuvent vivre plus de 50 ans. L'élevage commercial a raccourci leur durée de vie car les variétés à vie plus courte sont plus faciles à remplacer et à vendre. Nous avons éliminé la longévité des asperges pour vendre plus de plants. Les variétés médiévales y ont survécu plus longtemps parce que personne n'essayait de les faire mourir plus tôt. Avant que les épinards n'arrivent en Europe, il y avait l'épinard fraise, Good King Henry. Nommé en l'honneur d'un roi allemand bienveillant, c'était l'épinard vivace de l'Europe médiévale. Planté une fois, il repoussait chaque printemps pour toujours. Les feuilles en forme de flèche apparaissaient au début du printemps, quand rien d'autre ne poussait encore. Les paysans médiévaux le plantaient près de leurs portes pour faciliter la récolte. Les jeunes pousses étaient consommées comme des asperges, les feuilles matures étaient cuites comme des épinards et les tiges florales étaient ajoutées aux soupes. Contrairement à l'épinard d'annuel qui monte en graines sous la chaleur estivale, l'épinard fraise produit des feuilles d'avril à octobre sans interruption. Un seul plant fournit des légumes verts pour toute la famille et revient pendant 10, 20, parfois 30 ans. Aujourd'hui, l'épinard fraise est presque éteint. Les entreprises de semences ne le proposent pas, car un légume qui dure 30 ans ne génère pas de vente répétée. Le chervis, Skirette, est un légume pour lequel les rois médiévaux construisaient des jardins. Il produit des racines blanches et sucrées qui ont un goût de panais croisé avec une carotte, avec une note de vanille. Le roi Henri IV avait des jardins spéciaux pour le chervis et les documents médiévaux de festin le mentionnaient comme un mets délicat. Contrairement au panais ou à la carotte, le chervis est une vivace. Plantée une fois, la couronne se divise comme les asperges, produisant plus de racines chaque année. Les registres monastiques décrivent des parterres de chervis durant 15 à 20 ans. Les racines pouvaient être laissées en terre pendant l'hiver et déterrées au besoin, offrant des légumes frais en janvier. Aujourd'hui, le chervis a disparu. Le grand oubli. Pourquoi avons-nous abandonné l'éternité? Lorsque les colons européens sont arrivés en Amérique, ils ont apporté des graines, mais pas les systèmes de culture. Les méthodes intensives des jardins monastiques médiévaux n'avaient aucun sens dans un monde où la terre était infinie et où un sol épuisé pouvait être abandonné. Jusqu'au 19e siècle, l'horticulture américaine était utilitaire. On plantait des annuels, on récoltait et on passait à autre chose. Les légumes vivaces ont été délaissés
comme des luxes démodés, nécessitant trop de patience. Puis l'industrie des semences est née. Vers 1900, des entreprises comme Burpee et Ferry-Morse ont compris une chose, les légumes vivaces sont désastreux pour les affaires. Un client qui plante du chou rave fourragé une fois et le récolte pendant 3 ans n'achète des graines qu'une seule fois. Un client qui plante du chou annuel achète des graines chaque année. Les catalogues ayant cessé de mentionner les vivaces, les universités agricoles ont cessé de les enseigner et les agences gouvernementales se sont concentrées sur les plantes annuelles. En 2 générations, les légumes qui ont nourri l'Europe pendant 1000 ans ont disparu de la conscience collective. Regardons n'importe quel catalogue de semences modernes. Des centaines de légumes annuels, tomates, poivrons, laitues, haricots, tous morts avant novembre. Combien de vivaces? Asperges, rhubarbe, peut-être des artichauts, si nous avons de la chance. Ce n'est pas un hasard, c'est un dessein. L'industrie moderne des semences est bâtie sur les plantes annuelles car elle nécessite des achats annuels. Notre dépendance est leur revenu. Les agriculteurs médiévaux plantaient une fois et récoltaient pendant des décennies. Nous avons abandonné les légumes vivaces non pas parce qu'ils ont échoué mais parce qu'ils fonctionnaient trop bien pour être rentables. La voie à suivre, ce que nous avons perdu, ce que nous pouvons récupérer, 10 légumes, des siècles de culture oubliés en moins de 100 ans. Mais voici ce que les catalogues de semences ne vous diront pas. Ces plantes existent toujours. Des organisations de conservation des semences et des pépinières spécialisées les cultivent. Vous pouvez acheter des graines de chou rave fourragé, commander des plants de choux frisés vivaces, trouver de l'épinard fraise, du chervis et de la livèche. La connaissance n'est pas perdue, elle est simplement ignorée car au moment où nous planterons un chou frisé vivace qui nous nourrira pendant 20 ans, nous cesserons d'acheter des graines de chou frisé. Au moment où nous établirons un parterre de livèche qui produira pendant des décennies, nous cesserons d'acheter du céleri et du persil. Au moment où nous comprendrons que les légumes peuvent être vivaces, nous cesserons de dépendre des achats annuels de semences et c'est précisément ce qu'ils ne veulent pas que nous sachions. Commençons par une seule plante. Nous n'avons pas besoin d'un monastère médiéval pour cultiver ces légumes. Plantons un jeune chou frisé vivace et observons-le atteindre 3 mètres de hauteur en 5 ans. Établissons un parterre d'asperges que nos petits-enfants récolteront. Essayons l'épinard fraise et arrêtons de transplanter les épinards 3 fois au cours de l'été. Chaque vivace ajoutée boucle davantage le cycle. Chacune réduit la dépendance aux intrants annuels. Chacune nous reconnecte à une connaissance qui a nourri l'Europe pendant des siècles. Les agriculteurs médiévaux n'étaient pas parfaits. La vie était dure. Les hivers étaient brutaux. Mais leur potager fonctionnait. Ils ont nourri des familles pendant des générations, sans épuiser le sol, sans exiger des achats constants, sans mourir chaque automne. Nous les avons abandonnés non pas parce qu'ils ont échoué, mais parce qu'ils ont trop bien réussi pour être rentables. La question est, qu'avons-nous d'autre oublié parce que cela fonctionnait trop bien pour être vendu? La réponse pourrait pousser dans un jardin monastique oublié, attendant que quelqu'un s'en souvienne.